pour passer à une autre thématique, Mhm, en ce moment, on parle beaucoup de ce qui se passe en Libye, la mhm, situation des migrants, mhm, des cas d'esclavage mhm, qui ont été avérés par un documentaire CNN. mhm. Qu'est-ce que toi tu penses de cette situation? Bah, bon, déjà, t'imagines, moi je suis afrodescendant, donc tout ce qui renvoie à l'esclavage, c'est forcément, Ouais, bah, déjà, tout le monde, je pense, est choqué par ça, en particulier quand tu es noir et en particulier quand tu es afrodescendant. J'imagine que voilà, ça renvoie à des choses, mais des choses violentes, mais c'est vrai que c'est compliqué d'aborder cette question parce que, premièrement, en plus de l'horreur de la situation, en fait, les acteurs impliqués là-dedans, c'est tellement. Tu vois, on ne peut pas apporter une réponse simpliste à ça parce qu'à la fois, ouais, bah, tu as l'historique de la négrophobie en Libye et en Afrique du Nord qui précède le colonialisme européen, tu d'accord. vois, mais tu as quand même. La Libye ne s'appartient pas. Je veux dire, qui est-ce qui dirige la Libye? C'est pas les Libyens. Donc tu as aujourd'hui la violence européenne. Je veux dire, la France était impliquée dans une guerre qui a détruit la Libye, qui est une guerre impérialiste toute simple. Ouais, Donc à la fois, faut pas être dans le déni des structures négrophobes locales. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tous les pays détruits par l'impérialisme européen, il n'y a pas de marché d'esclaves qui se forme. Donc le fait qu'il y ait ouais, un marché d'esclaves qui se forme, ça dit aussi des choses sur le contexte local. Mais en même temps, je veux dire, on ne peut pas être dans une approche où on réduit la question à c'est les Libyens sont négrophobes, les Libyens sont négrophobes, parce qu'en fait, de fait, il y a une structure locale qui est négrophobe, il y a des témoignages sur la négrophobie en Libye de gens qui y ont vécu, donc on ne peut pas le nier, ouais, mais en même temps, le rôle de l'OTAN, de l'Union européenne, de la France, je veux dire, c'est eux qui tiennent les rênes de la Libye. Donc ça veut dire que la situation en Libye, et donc très clairement la fin de l'esclavage en Libye, dépend de la capacité à mettre les impérialistes européens dehors. Donc comment est-ce qu'on fait quand on est en France, qu'on a une conscience panafricaine, anti-négrophobe, les mobilisations, je renvoie encore, je l'ai cité tout à l'heure, à Hamzat Boukari, qui a écrit ouais, un texte sur Safir News, que j'ai trouvé vraiment très bien, d'accord. parce que du coup, tout en reconnaissant, il a un discours nuancé que je pense qu'il faut qu'on ait, tout en reconnaissant l'importance des mobilisations, parce que c'est une démonstration de rapport de force, c'est-à-dire que très rapidement, des gens Mm. sont sortis dans la rue en masse, et en majorité des Africains et des Afro-descendants, mais il pointait le manque, entre guillemets, enfin, c'est pas le manque, mais c'est la direction que ça prend, c'est-à-dire se mobiliser en masse, c'est bien, mais qu'est-ce qui va en être dans un mois, dans 2 mois, etc. Vu que c'est une Exactement. question qui est imbriquée dans plein d'autres choses et qu'elle renvoie à l'impérialisme occidental, même si pas uniquement, mais elle renvoie à ça. Ouais, C'est quoi le rapport de force qu'on crée, notamment avec, pour commencer, l'État français sur cette question-là? Donc, moi, je pense que oui, ça revient à la question de l'organisation. Il faut investir les organisations qui existent, qui sont déjà engagées sur la question plus généralement du panafricanisme. d'accord. Et je fais exprès de ne citer aucune, justement pour pas être dans le truc Mm. concurrentiel. Mais je veux dire, là où les gens habitent, là où les gens. C'est quoi Ouais. la grille de lecture qui leur parle le plus, ils vont regarder eux-mêmes. Mais c'est vrai que je pense que on peut pas juste. C'est comme le franc CFA, c'est une des portes d'entrée, Ouais. mais le but c'est la souveraineté africaine. C'est la fin de l'impérialisme. Donc ça veut dire que de fait, on est obligé d'avoir une approche un peu globale, sinon ça retombe. On met beaucoup d'énergie dans des mobilisations Ouais. et dans 2 mois on n'en parle plus. Et tu penses que ce sera le cas pour la situation en Libye aussi ou pas? Franchement, je le souhaite pas. D'accord. Je le souhaite pas, mais je préfère me dire que ça va changer. Après, sans avoir forcément de. Tout dépendra de la capacité déjà des organisations existantes à faire front. D'accord. Euh, Mais aussi des mobilisations des oui, citoyens. oui, et aussi avoir, je sais pas comment dire, parce qu'en fait, pour moi, les organisations, elles doivent suivre l'émergence de la contestation populaire, en gros, D'accord. mais qu'elles doivent aussi donner du contenu, c'est-à-dire que dans les mobilisations, il faut avoir Oui. des discours forts et importants comme celui que j'ai cité de Hamzat là, c'est-à-dire vraiment ce truc de dire bon, se rappeler, parce que par exemple c'est très dangereux, il y a des gens qui essaient d'instrumentaliser ce qui se passe en Libye, comme Macron qui commence à dire Oui. c'est un crime contre l'humanité. Enfin, je veux dire, moi je ne suis pas impliqué localement parce que je vis plus en Guadeloupe, mais je veux dire, la question de la traite de l'esclavage européen, je veux dire, arriver à les faire cracher que c'est un crime contre l'humanité, ça a été des débats Oui. interminables. Mm. Et là, en 2 jours, ils arrivent à te dire facilement que l'esclavage en Libye, c'est. Parce qu'en France, enfin, il faut le dire brutalement, très simplement, Ouais. ils aiment bien l'idée de parler de l'esclavage quand ça a Quand été ça les dépend. Arabes. Oui. C'est ça en fait. Oui. Il y D'accord. a un transfert de culpabilité évident. C'est-à-dire que la France, elle a une dette historique envers les Afro-descendants et les Africains, liée à l'esclavage européen, et elle aime bien transférer cette culpabilité-là sur la traite arabe.
soit c'est via les politiques qui vont te dire oui, mais on n'en parle pas de la traite arabe, ce qui n'est pas vrai, ils en parlent tout le temps. Après, c'est une réalité aussi. C'est une réalité, mais c'est juste que nous, afro-descendants et africains, faut qu'on soit lucide sur le fait qu'il y a des luttes actuellement en Caraïbes sur les réparations Oui. et que l'enjeu des politiques français, c'est de noyer la question de l'esclavage la question de l'esclavage européen dans un truc généraliste de l'esclavage D'accord. grec jusqu'à... Parce que du coup, si tout le monde a fait de l'esclavage, pourquoi tu répares? Oui. Et du coup, c'est D'accord, là, je vois ce tu que tu veux vois, dire. ils ont un intérêt à dire que c'était pareil et ils ont un intérêt à dire la traite arabe c'était pire. Alors que nous, on ne se pose pas la question de est-ce que c'est pire ou pas. On se pose la question juste de on est des afro-descendants dans le contexte français. Oui. Moi, c'est pas aux Saoudiens que j'ai à demander quoi que ce soit. Je veux dire, l'État qui doit réparer dans le contexte C'est dans la lequel je suis, France. c'est l'État français. Je veux dire, s'il y a des mobilisations en Arabie Saoudite qui se montent d'afro-descendants sur cette question-là, eh bien, on les soutiendra. Bien sûr. Là, si elles n'émergent pas, il y a toute une réflexion à faire pourquoi dans les contextes arabes ça n'émerge pas. Mais je pense que c'est pas lié à une question spécifiquement arabe ou quoi, c'est lié au fait que c'est des pays colonisés et que par exemple, tu vois, il y a pu avoir de l'esclavage en Syrie ou au Yémen, mais le Yémen est en train d'être bombardé, donc qui est-ce qui peut s'organiser? Tu vois, je veux dire, les gens ils sont clair. sous les bombes, donc c'est aussi parce qu'on est dans un contexte occidental de pays qui volent les autres Oui. et qui sont pas en train d'être bombardés qu'on a les moyens de s'organiser contre eux. Donc pour moi, c'est ces États-là qui doivent être ciblés. Justement, tu en as parlé tout à l'heure de franc CFA. Est-ce que pour toi, ce sera. Tu as dit tout à l'heure que c'était une porte d'entrée, mais est-ce que c'est la porte d'entrée qui va permettre de mettre fin à cet impérialisme de la France par rapport à l'Afrique que beaucoup dénoncent? Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que la question, elle a mobilisé. C'est aussi parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de voix et comment dire, c'est une question qui était déjà traitée dans les milieux panafricains. Et c'est vrai que l'organisation de Kémy Séba, Urgence panafricaniste, sur le continent et en lien ici, a donné un nouveau souffle à quelque chose qui était déjà traité, mais ça a donné une médiatisation. D'accord. Mais une médiatisation négative, parce que les médias français se sont tout de suite emparés de la question pour justement diaboliser cette... parce que ce qui les intéresse, c'est qu'on ne critique pas la France-Afrique en général. Ouais. Donc est-ce que c'est la porte d'entrée en particulier? Je ne sais pas, sauf qu'on est obligé de se rendre compte que ça a fédéré beaucoup de gens. Donc moi, je suis toujours partisan de dire, lorsqu'une question mobilise, soyons attentifs à pourquoi, et c'est quoi les discours majoritaires sur cette question. Après, là où on est obligé d'être vigilant, c'est que les pays anglophones, ils n'ont pas la monnaie du colon, et ils sont quand même néocolonisés. Donc c'est pas une question monétaire en tant que telle, c'est vraiment une question de... Après, peut-être que par rapport aux anciens pays qui étaient colonisés par la France, peut-être que le rapport est différent. Et que... Oui, c'est vrai que c'est pas le même... T'as raison, c'est vrai que c'est pas le même... Donc en tout cas, moi je pense que à partir du moment où il y a un discours sur le franc CFA qui montre que c'est pas juste changer de monnaie qui va régler la question, mais que c'est l'illustration d'un système plus global que les gens bien avant nous ont appelé France-Afrique, si vraiment on s'en saisit comme ça, et c'est ce qui est le cas, la plupart des gens qui en parlent, c'est ce qu'ils disent, mais si nous, après, tu vois, genre militants et personnes on va dire, qui veulent se mobiliser là-dessus, si nous, on arrive à prendre ça au sérieux, à savoir que ce n'est qu'une des fenêtres, je pense qu'on pourra... Mais ça demande aussi, je pense, de se former. Et je pense que c'est peut-être un truc qui nous manque, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'en tienne juste au discours de dénonciation généraux, mais il faut vraiment qu'on prenne le temps. Parce que la France-Afrique, c'est un mécanisme... Mais aujourd'hui, avec les présidents actuels, certains présidents africains en place, notamment Alassane Ouattara, qui sont là, qui défendent vraiment... Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est possible vraiment? Moi, je ne suis pas très optimiste, pas en termes de finalité, mais en termes de temporalité. C'est-à-dire que là, tu vois, on parle de ça. Oui. Moi, je ne sais pas si je verrai la fin de la France-Afrique de mon vivant. Je ne suis pas sûr de ça. Ça paraît pessimiste, mais en réalité, c'est pas tant pessimiste que juste de se dire... tu vois, c'est comme quand tu fais une course de relais, c'est des générations qui se passent en relais. Il y a des gens qui ont fait des choses avant nous, les pères des indépendances africaines, les militants organisés dans des mouvements comme, tu vois, les mouvements UPC, tout ça, Frélimo, tous des mouvements historiquement qui ont été très forts et qui ont mené à l'indépendance. Ils n'ont pas vu la fin du colonialisme, ils ont vu la fin d'une première forme, mais ils nous ont transmis des choses, et à nous aussi. Donc je me dis, voilà. Donc ça avance, mais lentement, quoi. Très lentement. Je pense que ce que tu dis là, c'est très important de se rappeler qu'il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi la complicité des bourgeoisies africaines, et notamment en place. Donc du coup, ça nous montre qu'on ne se bat pas contre n'importe quel ennemi. La France et l'Europe, l'Occident tout court, ils ont déjà montré qu'ils sont capables d'exécuter tous les gens qui refusent
Bien sûr. On a fêté cette année les 30 ans de la mort de Sankara, il n'est pas mort pour rien. Je trouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. C'est pas un assassinat pour rien, c'est clairement parce qu'il était dans une politique de résistance à l'impérialisme. Lumumba, enfin je veux dire, on peut égrener la liste, même le Kadhafi, pour qui on n'est pas obligé d'endosser toute sa politique et d'être d'accord avec tout. Je veux dire, ils l'ont pas tué parce que c'était un dictateur, ils l'ont tué parce qu'il gênait les plans en question. Parce que je veux dire, il y a des dictateurs que l'Occident aime bien. Enfin, je veux dire, il y a des coups d'État, l'Occident, il y a des coups d'État qui vont gêner. Quand je dis l'Occident, je parle des institutions, etc. Parce que souvent, on va me dire, oui, mais c'est quoi Occident, Orient, c'est binaire, etc. Non, on sait très bien de quoi on parle de l'ONU, de l'OTAN. C'est qui les pays qui dirigent ces institutions-là? C'est les mêmes. Donc à un moment donné, on ne peut pas être... c'est une entité qui existe, Occident, économiquement parlant, le FMI, tout ça. Donc voilà, Banque mondiale. Et donc, ils n'ont pas hésité, ils n'hésitent pas à assassiner des gens. En fait, c'est quand ça les arrange. Oui. On pourrait même parler du cas de l'Égypte. Oui, l'Égypte, le coup d'État, c'était... Le coup d'État, ça... Oui. Qu'aujourd'hui, il est réussi à l'Élysée tranquillement. Mais... Avant ce coup d'État-là, on allait te parler de... Je ne suis pas en train de nier qu'il peut y avoir des choses à régler sur ces points-là, mais je parle juste du fait que c'est purement opportuniste. Quand il y a des dirigeants qu'un pays occidental n'aime pas, ils vont te parler beaucoup de la condition des femmes, c'est-à-dire un des exemples comme ça pour te dire, pour justifier d'intervenir. C'est-à-dire qu'ils vont... Le colonialisme d'avant n'avait pas besoin de se justifier. On disait c'est des sauvages, il faut y aller. Aujourd'hui, on peut plus se permettre de dire ça, donc on va dire non, mais ils sont sexistes, c'est pour ça, ou ils massacrent les chrétiens d'Orient, je ne sais quoi. Et des fois, c'est pas faux. Ça peut être vrai, mais je veux dire, si la condition des femmes en Égypte était mauvaise avant le coup d'État, pourquoi aujourd'hui ça les intéresse plus, les Occidentaux, de dire il faut aller en Égypte, sauver les femmes, enfin, tu vois. Donc Afghanistan, pareil, il fallait y aller pour sauver les femmes, et, enfin, je veux dire... Donc tout ça pour te dire que par rapport à la question que tu posais de comment faire par rapport au président en place, c'est que malheureusement les peuples colonisés ou néocolonisés, ils doivent se battre à la fois contre des institutions occidentales et des politiques qu'elles mènent, mais aussi leurs multinationales, parce que c'est encore une autre version du truc, c'est pas exactement la même chose, mais aussi contre les gens en place. Les gens qui sont placés, parce que c'est pas forcément le peuple qui les veut. Oui, bien sûr. Au Togo, par exemple, ça fait un moment qu'ils ont besoin de se débarrasser de leur président, mais... Enfin, je vais dire, et il y a des répressions. Enfin, au Cameroun, il y a des répressions. Au Togo, il y a des répressions. Burkina, enfin, je veux dire, c'est... Donc, effectivement, on n'est pas... La seule chose qui peut marcher, je crois... Enfin, moi, je crois pas trop aux politiques institutionnelles, parce que j'ai l'impression que les institutions transforment les gens, même les plus radicaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, je dis pas ça. Par exemple, le fait que Rokhaya Diallo, elle parle de violence policière et de racisme à l'ONU, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. C'est juste que pour moi, c'est des actions qui ont une... Malcolm X aussi voulait aller à l'ONU d'ailleurs, vers la fin. Donc du coup, c'est pas du tout que c'est en soi mauvais, c'est juste que c'est d'autant plus fort une action comme ce qu'elle est en train de faire si tu as des mouvements populaires derrière. Donc on revient à la question de l'organisation, comment on s'organise. Mais du coup, c'est aussi repenser l'organisation à partir de bases populaires. Et ça, c'est-à-dire, il faut que par exemple les choses dont on parle, qu'elles touchent directement au vécu des gens, parce que c'est sûr que moi je le vois. Enfin, tu peux dire. Tu peux avoir les meilleures idées que tu veux sur la négrophobie ou la France-Afrique. Quelqu'un qui vient de se taper 10 heures d'une journée, tu lui dis on va en réunion. Enfin, tu vois, je veux dire, si c'est trop abstrait, il faut que ça parte. Il faut vraiment toujours faire le lien entre ce qu'on vit ici et comment c'est lié à un système plus global qui détruit là-bas. Parce que globalement, je veux dire, les populations qui ont tout intérêt à se révolter contre l'État français, à la fois pour ce qu'il fait ici et à la fois pour ce qu'il fait ailleurs, on revient à la question du début, c'est des gens qui sont prolétaires, c'est des gens qui ont des boulots fatigants, ou c'est des gens qui sont au chômage, donc qui sont déjà accablés par plein de trucs. Donc voilà, comment est-ce qu'on évite de faire une politique élitiste? C'est pas simple. Parce que je pense que voilà, la solution est là-dedans, donc vraiment des mouvements populaires qui arrivent à être massifs et qui font que des actions institutionnelles qui vont pousser dans la radicalité des actions institutionnelles parce qu'il y a des gens derrière. Donc il y a du travail. Alors, on est presque à la fin de cette interview. Est-ce que tu as des projets d'écriture, par exemple, que ce soit en matière de livres? Et aussi, je voulais savoir si tu avais l'intention de passer d'un format plus vidéo, parce que c'est ce qui marche beaucoup en ce moment. Est-ce que ça serait plus intéressant pour toi aussi? En fait, j'ai commencé à me dire que la vidéo, ça peut être plus intéressant dans la diffusion. Et aussi parce que
bah, comme je te disais, tu vois, je pense que j'ai des vieux restes de la fac où dès que tu passes au format écrit, des fois, en tout cas, je passe dans des formulations qui vont être plus compliquées que lorsque je parle. Et du coup, je me dis, mais en fait, ça peut être beaucoup plus simple, tout ce que je dis là, de le dire. C'est beaucoup plus accessible peut-être. Oui, parce qu'il y a moins de... En tout cas, moi, je me mets moins la pression en parlant qu'à l'écrire, je me mets une pression, même si je vais me dire, il faut pas, mais je vais me la mettre quand même. Et du coup, ça rend Mais je pense qu'il faut combiner les deux, parce que je pense qu'il y a des gens qui aiment bien aussi lire des textes. Non, mais de temps en temps, oui, c'est vrai que oui. La vidéo, ça peut être bien. C'est juste que la vidéo demande d'être... parce que j'ai pas l'air timide là, mais tu vois, je me suis préparé, alors que c'est pas la même chose de se dire je monte ma tête tout le temps, genre par exemple une chaîne YouTube. Je vois. C'est pas la même implication, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'effacer sa personne. Enfin, c'est toi dans le texte, mais les gens ils projettent plus de trucs. Bien sûr. Alors donc que c'est là, moins ça toi. va briser un peu une barrière. Oui, ça brise un peu une barrière et du coup ça demande plus de s'assumer, parce que c'est pas la même chose quand on n'est pas d'accord avec toi et qu'on voit ta tête en disant quelque chose, c'est pas la même chose que... Donc même si ma tête, des fois je mets des photos, donc c'est pas tant l'anonymat, parce que l'anonymat il se pose plus pour moi, mais c'est plutôt, c'est pas la même carrure, t'as pas la même carrure quand tu dis un truc devant une caméra et que du coup il va falloir l'assumer. Donc c'est quelque chose auquel tu réfléchis, mais c'est pas encore c'est pas, et aussi tout simplement parce que du coup je me dis, tu vois, j'ai pas envie de faire mon téléphone, j'ai pas envie de faire avec mon téléphone, donc il faudrait un truc un peu carré, tu vois, pour pas que ce soit moche. Donc la forme demande plus de moyens. D'accord. Voilà. Et au niveau de l'écriture, tu as des projets aussi? Moi, j'aimerais bien à terme écrire quelque chose. Mais franchement, il faut que la question prioritaire, ce serait de savoir comment et dans quel contexte je retourne en Guadeloupe, parce que j'aimerais bien écrire des trucs sur le nationalisme guadeloupéen, les enjeux actuels, mais je ne me vois absolument pas écrire ça depuis ici. Et sans m'être inscrit dans les luttes. Tu vois, il y a des luttes UGTG, CGTG, c'est des syndicats qui sont à la fois anticoloniaux et du coup, comme c'est des syndicats qui sont anticapitalistes, tu vois. Et en fait, moi, je ne me vois pas écrire sur le nationalisme guadeloupéen sans être retourné et sans être inscrit depuis un moment dans ces luttes-là. Après, il y a la question de la négrophobie où je peux écrire depuis ici, mais je pense qu'il me manque, ça revient à la même chose que la vidéo. Je pense que quand tu écris par exemple quelque chose comme un livre, ou même si c'est court, hein, je pense que ça te demande une carrure pour l'assumer, parce qu'il faut le présenter, il faut en parler. C'est vrai. Et je pense que si peut-être je suis prêt au niveau des idées que je ressasse depuis 1000 ans, je suis peut-être pas prêt à être quelqu'un qui va parler de son travail, un truc qui est formalisé dans un petit objet et qui va le présenter. Donc ça c'est peut-être c'est une autre maturité, je pense pas que tu l'aies encore. Est-ce que par exemple les gens te sollicitent pour animer des conférences ou quelque chose comme ça sur ces thématiques? Et ça c'est pour l'instant ça me paraît être les trucs les plus simples. Par exemple, telle invitation dans tel séminaire, ça reste pour l'instant très universitaire parce que j'ai encore des liens, même si moi c'est depuis 2011 que je fais plus d'études. Mais j'ai gardé des liens avec soit des camarades qui eux ont continué, qui ont fait des thèses, donc du coup qui aujourd'hui sont en postdoc et ont la possibilité d'inviter des gens. Donc, du coup ils peuvent inviter moi ou d'autres gens, tu vois. Et aussi c'est vrai que des fois le blog m'a fait rencontrer des gens qui ont lu tel article et qui sont chercheurs eux-mêmes, donc ils vont dire ah tiens, ou bien par exemple sur Twitter il y a pas mal de chercheurs et du coup on va commencer à se suivre réciproquement et qui peuvent dire sur telle thématique et tout. Donc ça c'est vrai que je le fais. Je le fais ou via des organisations militantes, tu vois. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui te permet de... Est-ce qu'aujourd'hui concrètement tu vis de ça? Est-ce que c'est un objectif? Non. Alors l'objectif, je dirais non, mais après je pense ce serait intéressant de voir dans 5 ans. En fonction d'où je suis, parce que je pense qu'on a l'idéal et ensuite on a la réalité. Mais pour l'instant, c'est vrai que je ne vis pas de ça. C'est-à-dire que par exemple, un exemple très simple, tu vois là, je suis à Paris, pourquoi? Parce que j'ai été invité à un séminaire et du coup, c'est pas rémunéré, mais par exemple, le billet de train est payé. Donc c'est à chaque fois ça, c'est-à-dire je suis venu à Paris genre 4-5 fois entre septembre et maintenant pour des conférences. Et du coup, le billet de train était payé, mais c'était pas rémunéré. Donc du coup, ça me permet de venir. Mais c'est pas ça qui me fait manger. Moi, j'ai un travail à mi-temps dans la lutte anti-VIH en fait. Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est vraiment pas lié au panafricanisme. Mais à terme, oui, c'est quelque chose que tu aimerais, quoi. C'est compliqué parce que du coup, je me demande... moi, j'aimerais bien, je t'avoue, avoir un travail qui me permet de ne pas me stresser sur la question de vivre au jour le jour, machin, etc. Surtout quand je vais faire une famille, des choses comme ça.
J'aimerais bien être tranquille là-dessus, mais j'aimerais bien que ce soit différent de la politique. D'accord. Pour que ce que je pense politiquement ne commence pas à être... ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, encore une fois. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui travaillent sur des questions de racisme, de discrimination et qui en vivent. J'ai aucun problème avec ça. Mais je sais que moi, j'aimerais bien, c'est un idéal. Bon, l'idéal et la réalité, hein, voilà. Mais si on me demande mon idéal, je dirais que j'aimerais bien deux choses qui n'ont rien à voir pour que ce que je pense ne soit pas lié à ces impératifs-là. Parce que j'imagine que quand tu bosses pour une institution, bah, tu ne peux pas te permettre de tout dire. Ça te cadre aussi. Donc, après, il y a la question de... Un des exemples, je pense, les plus simples, c'est par exemple si je me mets dans l'enseignement, tu vois, je passe mon concours d'enseignement, où tu peux avoir l'assurance du taf chaque mois et en même temps une à peu près grande liberté. Enfin, les enseignants, ça fait partie des gens qui sont, tu vois, qui sont dans des formes de militantisme où ils ont un petit peu le droit de dire ce qu'ils veulent. Après, j'imagine que peut-être que je me mets un peu des films, mais j'ai l'impression que c'est quand même un métier où tu peux te permettre d'être engagé politiquement. Donc voilà, à voir. Mais donc pourquoi pas ça aussi? Pourquoi pas, voilà, il faudrait se... Pour l'instant, je suis... je suis bien comme ça, même si un temps plein, ce serait mieux, mais ouais, ça me permet d'avoir le temps d'écrire, de faire des choses comme ça. Alors pour terminer, est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment on fait pour te suivre, notamment sur les réseaux sociaux, ton blog? Donc le blog, il s'appelle... le blog de Joao. Le blog de Joao et comment on appelle ça, l'URL, je sais pas. En tout cas, le site même, c'est Joao Gabriel, donc Joao, Gabriel avec 2 L sans E.com. D'accord, on va le noter en dessous. D'accord, et le blog, donc c'est sur Facebook, c'est le blog de Joao, donc c'est une page Facebook, comme on dit, fan page Facebook. D'accord. Et sur Twitter, je crois que mon arroba, ah oui j'ai changé, mon arroba c'est Joao Guadeloupe, et Guadeloupe écrit en créole, GWAD. On essaiera de retrouver tout ça et de vous remettre tout ça en dessous. Voilà. Alors, pour terminer cette interview, on t'a préparé une petite carte. Une petite carte, pardon, je vais y arriver. Donc, si tu peux l'ouvrir, décrire un peu son contenu et nous dire aussi ce que ça t'inspire. D'accord, ok. Donc, c'est écrit évasion, peut-être, je sais pas, je montre. Voilà, donc évasion avec un immeuble, 3 oiseaux. Bah écoute, moi, comme j'ai pas grandi en France, donc c'est vrai que ça m'évoque pas tellement la banlieue parisienne que moi j'ai plus connue par rapport aux vacances quand je venais ici. Mais parce que j'ai de la famille en région parisienne, mais je me projette plus dans la cité où j'ai grandi en Guadeloupe, avec les, tu sais, comment on appelle ça, les antennes. Ouais. Je me rappelle, il y avait le câble, je sais pas si c'est les mêmes trucs en Guadeloupe toujours, mais il y avait le câble et canal satellite. Ouais. Avant c'était ça, on avait tous la petite parabole. Voilà, ça me rappelle ça. Et du coup, l'endroit où tu joues au foot devant l'immeuble, voilà, ça m'évoque un peu ça. Donc, ça m'évoque une jeunesse, des moments passés, genre ado. En fait, nous aussi, on a décidé de t'offrir cette carte, c'est parce qu'il y avait l'idée de s'évader, donc sortir d'un endroit où on est un peu prisonnier. Donc moi, ça me fait penser à tout ce qui peut être esprit colonial, impérialisme, etc., lutte des classes, racisme. Donc sortir de tout ça, donc s'évader et voler de ses propres ailes comme ces oiseaux. Bah écoute, je nous souhaite déjà que notre génération, tu sais, c'est le truc fanonien de dire chaque génération a sa mission, donc je nous souhaite que nous, on puisse remplir la nôtre. Et si possible, qu'on puisse voir les fruits de ça et que si c'est pas nous, que nos petits frères, nos enfants, que eux ils soient ces oiseaux et qu'ils puissent s'envoler. Donc voilà. Donc je nous le souhaite vraiment. Super. Voilà. Enfin, pour finir avec toi, Joao, est-ce que tu as un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent sur Urban Street Reporters? Déjà merci d'avoir écouté parce que du coup on aborde des choses qui sont pas forcément très drôles et pas très et qui sont assez sérieuses mais qui sont importantes. Donc déjà, c'est bien de prendre du temps pour ça, voilà, parce que faut vouloir, et que chacun trouve l'endroit où il a envie de s'engager, sans culpabilisation non plus, parce que si on va pas bien, si on n'a pas les forces de faire des trucs, il faut le reconnaître. Donc sans culpabilisation de soi-même ou des autres, on trouve le truc, on se sent bien, on arrive à agir, et de donner du crédit aux petites choses qu'on fait. Parce que c'est comme ça les engagements que je vous avais toutes et tous, de continuer à les faire grandir et voilà, de croire en vous. Et un projet comme ça, moi je trouve que ça prouve que
que quand des jeunes s'engagent, voilà, on n'est pas obligé d'être dans le 16e pour faire des choses qui sont nickel. Donc voilà, bravo à OK Défi. Voilà, tout le monde, quoi. Super. Voilà. Merci encore, Joël. Bah, écoute, avec plaisir.